On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit Julien Saguet. Il est avec nous. Il est au Québec et à Saint-Jean depuis 2007 environ. C'est probablement l'immigrant modèle numéro 1. Il est très impliqué socialement, Club Richelieu, Club Ocioc, d'autres types d'organisations. Il fait beaucoup de photographies, mais aussi dans la vraie vie, son vrai travail, il est chercheur, en fait, attaché de recherche au Centre d'agriculture Canada, ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et la Société d'entomologie du Québec vient de lui remettre un prix. Donc, c'est comme une reconnaissance de ses pairs à l'intérieur de cette association, un peu pour reconnaître le travail de recherche qu'il a effectué sur certains insectes notamment. Il sera avec nous tantôt, très passionné par son travail. Il va nous expliquer un peu l'essence même de ses recherches, pour lesquelles d'ailleurs il a été reconnu par cette association. Mais d'abord, parlons de l'opération Père Noël, mais Père Noël au pluriel. Pourquoi? Parce que le personnel du centre de santé, le C3S au Richelieu-Rouville, se regroupe depuis plusieurs années maintenant pour aider des enfants et des jeunes défavorisés. Le Centre de santé et de services sociaux au Richelieu-Rouville est le plus gros employeur de la région. On parle de 3 000 employés. Il y a, dans le temps des fêtes, une organisation, une activité qui se tient, qui est super intéressante, mais qui est aussi à la fois un peu méconnue. Moi-même, j'y ai participé cette année et l'an dernier sans trop savoir c'était quoi. Et c'est curieux à dire, mais c'est en lisant le communiqué de presse du C3S que j'ai fait le lien entre les deux. Je vous présente celle qui va nous en parler, c'est Josée Ouimette, qui est organisatrice communautaire au C3S. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Je l'ai dit d'entrée de jeu parce que ma conjointe est infirmière, donc elle travaille au C3S. Puis l'année passée, ma conjointe me dit est-ce que ça te tente de participer à une jeune collègue qui s'occupe d'un organisme qui donne des cadeaux à des enfants défavorisés? Donc, elle me donne une petite lettre, le nom du jeune enfant, on va magasiner, on achète des cadeaux. Mes enfants ont fait pareil. Bon. Et là, cette année, est-ce qu'on répète la même chose, encore la même affaire? Mes 3 enfants, moi, ma conjointe, on a magasiné, on a acheté des cadeaux. Mais moi, je pensais que c'était un organisme qui chapeautait ça. Je ne savais pas trop ça allait où. Quand j'ai cliqué aujourd'hui, en voyant finalement que c'est le personnel du C3S qui gère cette opération Père Noël-là qui existe depuis maintenant 7 ans. En fait, on est dans notre 8e année. On n'a jamais publicisé ce projet-là. C'est un projet qui a démarré au départ parce que je travaillais avec une association de locataires qui vivaient en HLM et on voulait organiser une fête de Noël pour les enfants. Les premières années, on leur donnait des cadeaux du magasin d'$1, mais la fête n'était pas finie, que le cadeau, lui, était fini. Oui. Donc, on s'est dit, bon, ça ne fonctionne pas. Et c'est là que j'en avais parlé à ma supérieure qui m'avait dit, on pourrait partir un projet comme ça. Donc, la première année, notre projet, c'était de recruter 70 personnes parmi les membres du personnel qui accepteraient d'offrir un cadeau à mes 70 enfants avec lesquels je travaillais. Et l'idée, c'était que chaque enfant écrive une lettre au Père Noël dans laquelle il donnait 3 suggestions de cadeaux d'une valeur d'environ 20-25 $. Et nous, on remettait la lettre au Père Noël qui faisait l'achat et nous remettait le cadeau, qui était ensuite donné dans une fête de Noël à l'intention de ces enfants-là. Ça, c'était l'an 1. L'an 1. Donc, 70 personnes, 70 enfants. Oui, sauf que mon problème, c'est que j'ai eu à peu près 200 Père Noël. Pour la première année? Pour la première année. Alors là, je me suis dit, c'est un beau problème, hein, faut le dire. Donc, il fallait trouver des enfants? Là, je ne peux pas refuser des gens qui ont le goût de donner puis qui ont le goût de s'impliquer pour aider notre population. Donc, je vais trouver des enfants. Des enfants de milieux défavorisés, c'est pas très difficile à trouver. Non, malheureusement, c'est pas dur à trouver. Il y a beaucoup d'intervenants chez nous qui œuvrent dans des familles où les gens ont des difficultés financières. On a des groupes au CLSC aussi qui accueillent des enfants qui viennent de milieux défavorisés. Donc, on a ouvert ces groupes-là. Il y a des organismes communautaires que j'ai contactés à cette époque-là puis qui ont reçu des cadeaux par le biais de ce projet-là. Donc, et le projet, depuis, on est dans notre 8e année, donc a pris de l'ampleur d'année en année. Il y a même, dans la première année, il y avait une école, un professeur d'école qui m'avait contacté en disant « Je trouve ça merveilleux, votre projet », parce qu'elle l'avait eu par l'information par son conjoint ou quelqu'un de sa famille. Et finalement, je l'ai jumelé avec un organisme communautaire. Et depuis ce temps-là, il y a 100-120 enfants d'un organisme communautaire qui reçoivent des cadeaux par le professeur, par les élèves de ce professeur-là de l'école. Donc, le projet est même plus gros que chez nous. Là. Il a fait des petits un petit peu ailleurs, là, dans d'autres organisations. Là, donc, on est dans la 8e année. Oui. Et là, pour cette année, vous avez combien d'employés et ou familles qui participent? C'est plus juste des employés. Au début, c'était juste des employés, mais là, maintenant, les employés amènent leurs maris, leurs enfants. Plusieurs s'en servent un peu, comme tu le mentionnes, comme activité de sensibilisation pour démontrer à leurs enfants que c'est pas toujours facile, puis qu'il y a des enfants qui sont moins gâtés qu'eux, puis qui me disent carrément « je vais magasiner avec mes enfants, puis c'est mon garçon qui achète le cadeau ».
Donc, pour eux, ça devient une activité de sensibilisation qu'ils font aussi. Il y en a que c'est leurs amis ou leurs frères. Donc, présentement, cette année, on est rendu à 363 Pères Noël, puis il y a 337 enfants qui ont été inscrits. Donc, là, tous les cadeaux, là, on est à recevoir les cadeaux. Ils vont être distribués là, soit dans des activités de groupe, dans les groupes ou dans les groupes du CLSC, ou par les intervenants qui vont dans des familles qui ont des besoins. Ça, c'est un peu ma question, parce que quand on lance un truc comme ça qui fait boule de neige, là, visiblement, ça devient un heureux problème à gérer, mais quand on parle de 300, tout près de 350 enfants, ça en fait de la lettre, là. Oui. Et comment fonctionne la logistique de Bien, ça? au début, j'étais tout seul, mais ça a duré une année. Et là, il y a des gens du CLSC qui ont décidé de s'impliquer dans le projet bénévolement. Donc, entre autres, j'ai une secrétaire qui, depuis des années, qui est là, qui, elle, est capable de travailler avec des logiciels qui permettent d'avoir là, un système qui nous permet de repérer facilement les cadeaux avec qui et quels intervenants sont jumelés, parce que, bien entendu, tout ça est confidentiel. Le Père Noël, quand il reçoit la lettre, c'est marqué Bonjour, je m'appelle Maxime, j'ai 7 ans, puis j'ai été sage ou j'ai pas été sage. Puis, alors, donc, le nom de famille de l'enfant n'est jamais dévoilé. Mais c'est très touchant parce que, donc, chez nous, on est 5, donc mes 3 enfants, moi, ma conjointe. Je pense je ne me rappelle pas si on a pris 5, 7 ou... Je sais qu'on avait 2. En tout cas, peu importe le nombre de cadeaux. On en a reçu quelques-uns. Et là, tu te mets à lire ça, tu sais, l'enfant de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, là. Je m'appelle David, j'ai 8 ans, puis j'aimerais avoir soit ça ou ça. Puis là, des fois, il rajoute un petit mot, une petite phrase, et c'est très touchant de voir un peu même ce qu'il demande. Moi, je prends l'exemple de celui qui m'était attribué. C'était des Legos. Et là, je me suis mis à magasiner des Legos pour m'apercevoir qu'il y a beaucoup de sortes de Legos, ce que je ne savais pas. Et là, j'ai fait 3-4 magasins parce que je voulais trouver exactement ce qu'ils voulaient, tu sais. Ou des fois, même, c'est curieux parce que des fois, les enfants vont écrire des cadeaux qui sont en deçà de la valeur suggérée ou aussi au-dessus de la valeur suggérée. Genre, je ne sais pas, le jeune, il va avoir telle affaire, là, tu t'aperçois finalement que ça vaut 3 fois le prix. Là, tu dis, ouais, là, je ne pourrais peut-être pas y donner, tu sais. Parce qu'on essaie de respecter le chiffre de 25 là, pour ne pas créer, je présume. Ça, c'est important. Puis on sensibilise les Pères Noël à ça parce qu'il y en a justement qui sont très généreux. Puis ils me disent, ah, José, j'ai tout acheté. Ça a coûté 100$, mais j'ai tout acheté. Puis je dis, ben non, il ne faut pas faire ça. Puis j'ai dit, si ce petit enfant-là reçoit son cadeau, puis sa sœur dans la même famille reçoit son cadeau de 25 lui, il y en a 3, 4, puis elle. Il faut essayer de respecter le 25 $. Et c'est là qu'on dit, si vous souhaitez donner plus, prenez plus d'enfants. Mais d'essayer de respecter le montant pour que ça soit équitable entre chacun des enfants aussi. Puis si l'année d'après, bien, si l'enfant, il reçoit juste un cadeau de 25 bien, il va dire, bien, il est cheap, mon Père Noël, cette année. Là, fait que... Donc, les enfants écrivent au Père Noël. Oui. Et on a des lettres très touchantes. Oui, bien c'est ça. On a je me souviens de 2 petits garçons, des petits jumeaux, qui avaient demandé du Nutella. Alors, eux autres, il y avait juste une demande, ils voulaient du Nutella. Fait que quand on demande du Nutella, ça veut dire qu'il doit nous manquer pas mal de choses là, dans la maison. On a des enfants, on a une petite fille qui nous avait écrit. Elle ne voulait pas de cadeau pour elle, mais elle voulait que le Père Noël apporte un album pour que sa mère puisse faire un album de scrapbooking avec des photos de son papa qui était décédé dans l'année. Puis elle demandait si on pouvait aussi donner un hochet pour le bébé qui était encore dans le ventre de sa maman. Ah ouais. Fait que ça, on en reçoit toujours là, quelques-unes comme ça dans l'année, des lettres qui sont très touchantes, puis que les Pères Noël là, sont très, très émus de recevoir. Donc, 2 choses l'une. Donc, au départ, bon, vous dites, là, c'était dans des HLM, mais finalement, c'est plus élargi que ça aujourd'hui. C'est beaucoup plus élargi, oui. Donc, les enfants sont recrutés de quelle façon? Bien, présentement, on a 3 associations d'HLM qui bénéficient du projet. On a des groupes de soutien aussi, soit des groupes de soutien du CLSC ou des groupes de soutien d'organismes communautaires et des intervenants. Les intervenants vont dans les familles. Bon, j'ai encore un intervenant qui m'est arrivé la semaine passée en me disant je sais que je suis en retard, est-ce que je pourrais quand même inscrire des enfants? J'ai allé dans une famille, la maman vient de perdre son emploi, est en attente de chômage, puis là, elle est paniquée parce que Noël s'en vient, puis elle n'a rien à mettre sur le sapin. Fait qu'il arrive toujours, c'est des cas comme ça, que les intervenants, en allant dans les familles, identifient des situations de problème puis réfèrent ces enfants-là. Et de quelle façon faites-vous le pairage entre les enfants et les Pères Noël? Bien, on a des Pères Noël qui vont demander parfois des spécificités, comme on a un Père Noël qui, elle, a recueilli des sous de plusieurs autres membres de son établissement et elle
elle offre des cadeaux aux plus petits enfants. Fait qu'elle, on lui donne les plus petits. Il y en a qui vont dire, moi, je veux une fille. Moi, j'ai des garçons chez nous, puis j'aimerais ça offrir un cadeau à une fille. Mais sinon, là, c'est premier arrivé, premier servi. Donc, c'est aléatoire un peu. C'est ça, oui. Non. Et c'est quoi les délais? Parce que là, parce que ça passe par votre personnel initialement, puis après ça, c'est dans la famille de votre personnel. Là, bien, en fait, moi, maintenant, il y a plusieurs bénévoles qui gravitent autour de l'activité. Chacune des lettres d'enfant sont lues pour s'assurer qu'il n'y a pas rien qui permet d'identifier l'enfant. OK. Donc, un coup que ça, c'est fait, après ça, il va jumeler. La lettre va être envoyée par courrier interne au Père Noël. Puis lui, il y a des dates de remise de cadeaux, puis il vient nous porter des cadeaux. Et c'est quoi les délais? On commence l'activité aux alentours de la mi-octobre, où on commence à dire aux intervenants, bien, si vous avez des enfants à référer, là, c'est le temps de commencer à les référer. Et la livraison des cadeaux de Noël se fait le 3 et le 4. Donc, elle vient de se faire. Là, donc, les Pères Noël nous apportent les cadeaux. Puis là, par la suite, les intervenants vont pouvoir, là, à travers le mois de décembre, dans leur visite à domicile, aller livrer des cadeaux. Donc, c'est le vrai Père Noël. C'est le vrai Père Noël, oui. C'est le vrai. Puis dans les fêtes, c'est le vrai Père Noël. J'ai voulu l'amener avec moi aujourd'hui, mais il était trop occupé dans ses préparatifs des fêtes. Là. Avez-vous assisté à des remises de cadeaux? Moi, j'assiste parce que je travaille justement avec une association de locataires. Alors, je ça suis se passe là. Comment? Ah, les enfants sont heureux. Les cadeaux, c'est ce qu'ils veulent. Donc, c'est un choix qu'ils ont fait. Là. Donc, ce n'est pas des mauvaises surprises. Fait que non, les enfants sont heureux, sont contents, sont turbulents, comme plusieurs enfants quand on en a 70, 75 ensemble, là, mais généralement, c'est très apprécié. C'est très apprécié des parents aussi. Et on voit que les Pères Noël, ils mettent le cœur au projet. Quand on voit la qualité des emballages qui sont faits, puis l'enthousiasme qu'il y a autour du projet, là, même, tu sais, les gens, des fois, ils nous appellent, « Bon, il va-t-il y avoir encore un projet de Père Noël cette année? » Oui, ça s'en vient. Là. Vous allez recevoir vos lettres bientôt. Là. Fait que les gens sont... C'est un projet qui a beaucoup, beaucoup de magie autour. Donc, si vous ne le savez... Donc, parfois, les gens ne le savaient pas, ils le savent maintenant. Donc la 8e année de l'opération Père Noël, initiée donc par le personnel du C3S au Richelieu-Rouville et leur famille. Donc, environ, j'arrondis les chiffres, là, 350 personnes, Père Noël, et 350 enfants défavorisés qui, dans la communauté, donc, reçoivent des cadeaux d'une valeur de 25 $ et tout ça dans l'anonymat. Donc, même moi, au départ, je me suis dit, bon, est-ce que je garde la facture? Là, je me suis dit, ça donne quoi de garder la facture? Ça donne pas grand-chose parce que, dans le fond, on achète le cadeau, on l'enveloppe et on le remet, on met le collant avec le nom de l'enfant. Et on ne sait pas à qui ça va, là. Non. Puis il y a aussi... on sait que ça fait quelqu'un d'heureux à quelque part, mais on ne sait pas c'est qui. Ce que je dois mentionner, c'est qu'il y a des gens aussi, des Pères Noël, qui vont nous donner des sous en argent. Alors, bon an, mal an, on a toujours 300, 400, 450 $ qui nous est donné. Et ces sous-là, on les remet... on a 2 maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences sur le territoire. Et il y a toujours des enfants qui sont là le 23, le 24, le 25 décembre, mais les cadeaux ne sont pas nécessairement là. Donc, on les remet aux maisons d'hébergement pour qu'ils puissent offrir des cadeaux aux enfants présents dans leur maison à Noël. Josée Ouimet, merci beaucoup. Merci. Reste avec nous, puisqu'au retour, on reçoit Julien Saguet, qui a reçu un prix de la Société d'entomologie du Québec. Bêta version 3.0 de retour l'hiver 2015. Divertir dans le confort de votre foyer. Télébingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, de retour l'hiver 2015.
Il travaille chez Agriculture Canada depuis plusieurs années maintenant à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il vient de remporter un prix pour ses recherches de la Société d'entomologie du Québec. Il est avec nous, c'est Julien Saguet. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Eric, merci. Qu'est-ce que c'est que ce prix? Alors, c'est un prix qui reconnaît les chercheurs pour leurs travaux de recherche en fait, qu'ils ont réalisés. Donc, c'est une reconnaissance qui est remise aux jeunes chercheurs qui ont eu leur diplôme de doctorat depuis moins de 10 ans et qui ont donc effectué des recherches d'une façon assez importante dans les 10 dernières années, finalement. Et qu'est-ce que c'est que la Société d'entomologie du Québec? La Société d'entomologie du Québec, c'est une société qui regroupe environ donc des entomologistes, donc des gens qui s'intéressent aux insectes, essentiellement des chercheurs et des étudiants. On est à peu près 250 membres dans la société et donc on se regroupe une fois par année dans un congrès national, puis on a le congrès aussi qui se fait au niveau de la SEQ, donc la Société d'entomologie du Canada, qui, elle, qui regroupe l'ensemble des sociétés. Donc là, tu étais donc encore admissible parce que ça fait moins de 10 ans, oui. Mais ça va faire aussi bientôt 10 ans, je présume. Oui, on n'est pas très loin. Oui, le doctorat remonte à quand? J'ai soutenu ma thèse de doctorat donc, en France en 2007, en février 2007. Donc là, j'étais vraiment limite. Mais c'est sûr que ça laisse justement le temps d'avoir beaucoup de travaux qui sont effectués dans ces 10 années, puis d'avoir beaucoup de publications aussi, parce qu'on juge essentiellement sur ça au niveau de ce prix-là. Bon. Les recherches effectuées sont effectuées dans le cadre du travail, oui, je présume? Tout à fait. C'est bien ça? Oui, oui. Bon. Donc les recherches consistent en quoi? Là, je consulte un peu les notes. On dit, donc depuis 2007, des recherches actuelles portant sur l'étude de la Drosophile à aile tachetée. Oui, la Drosophile à aile tachetée. Mais ça, c'est une des dernières études qu'on a menées au centre de recherche avec l'équipe avec laquelle je travaille. Moi, quand je suis arrivé, on a commencé par travailler sur les cicadelles de la vigne. Les cicadelles de la vigne, c'est des petits insectes qui font 3 mm de long, qui s'attaquent au vignoble et qui peuvent être potentiellement vecteurs de maladies dans les vignes, qui sont des maladies qu'on appelle des maladies à phytoplasme. C'est des maladies qui peuvent être des maladies de quarantaine, notamment en Europe. C'est des maladies qui sont importantes. Donc, on a travaillé sur ces insectes-là, les cicadelles. On a regardé un peu, on a fait une étude de biodiversité, voir quelles espèces étaient présentes. On a aussi regardé quelles espèces étaient capables de transmettre la maladie, si la maladie était présente aussi dans les vignobles. Donc, c'était une étude qui s'est faite sur quand même 5-6 ans. Et puis, la Drosophile à aile tachetée, ça, c'est un nouvel insecte aussi qui est apparu au Québec. Et qui touche quoi? Elle touche tous les petits fruits, donc bleuets, framboises et également la vigne. Donc, on a été les premiers à mettre en évidence cette espèce d'insecte dans les vignobles. Elle est apparue en 2008 en Colombie-Britannique. Et puis, elle s'est propagée progressivement en Ontario, Québec. Et puis, dans les vignobles au Québec, c'est nous qui l'avons mise en évidence. Bon, quand vous identifiez donc un élément problématique pour les cultures, de quelle façon on s'attaque à la compréhension d'un insecte en particulier? Là, quand on dit, OK, voici le coupable, maintenant, quel est le rôle que vous pouvez... Et comment pouvez-vous travailler dans vos recherches pour arriver à trouver des solutions? Alors, ça commence... Moi, la drosophile, par exemple, si on prend l'exemple de la drosophile, c'est un insecte, on avait entendu parler qu'elle arrivait, que c'était une menace pour les cultures. Pourquoi c'est une menace? Parce que c'est un insecte qui peut s'attaquer aux fruits avant qu'ils soient matures. Donc, quand le fruit est encore vert ou en cours de maturation, le fruit va être attaqué par cet insecte-là qui va pondre ses œufs à l'intérieur du fruit et qui va donc, la larve va se nourrir du fruit qui est parasité. Une fois que le fruit est parasité, on risque de perdre toute la récolte. C'est ce qui se passe notamment dans certaines framboisières, dans certaines bleuetières. Pour les vignobles, c'est un petit peu différent. L'insecte arrive vraiment plus tard. Mais donc, on commence par faire toute une étude bibliographique, donc de s'informer de où elle est présente, comment elle est présente. Ensuite de ça, moi, c'est le hasard qui a fait que dans l'étude sur les cicadelles, j'ai mis en évidence cette espèce-là. Et une fois qu'on l'a mis en évidence, je n'étais pas sûr que c'était cette espèce-là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré des échantillons de l'individu. Je l'ai ramené au laboratoire, on fait des photos, on l'envoie à des spécialistes. Nous, on envoie ça à Ottawa, où on a notre service d'identification nationale. Et eux nous confirment. Ensuite de ça, nous, on fait d'autres travaux, on dépose des projets de recherche qui nous permettent de travailler plus amplement sur cette espèce. Et ultimement, les recherches sur cette espèce-là ont amené quoi en bout de ligne nous, comme résultat, comme on a eu une solution? publication sur cet insecte-là, montrant que c'est la première fois qu'on le décrit au niveau des vignobles au Québec.
Puis l'objectif, c'est d'avoir d'autres projets de recherche. Donc on travaille sur d'autres projets qui nous permettent de comprendre mieux la biologie de l'insecte et puis éventuellement de mettre en place des méthodes de lutte contre cet insecte-là. Et ces insectes-là arrivent d'où? Ils peuvent arriver de n'importe où. La drosophile a été achetée et est arrivée notamment d'Asie avec l'augmentation des exportations, des importations qu'il y a. Elle est arrivée notamment d'Asie, donc elle est arrivée par la Colombie-Britannique, puis elle s'est répandue à travers le Canada. Et comment peut-on la contrer aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de façon de la contrer. On n'a pas encore de méthode. Il y a des insecticides qui ont été mis en place et puis qui sont utilisés notamment pour lutter contre cet insecte-là. Mais il y a aussi des études qui sont faites sur des filets d'exclusion, par exemple. On va protéger les cultures avec des filets qui vont éviter que les insectes se mettent dedans. Il y a beaucoup d'études qui sont faites, notamment sur le piégeage des insectes. Parce que comme c'est un insecte qui est nouveau au niveau du Québec, on essaie de voir de où elle vient. Parce que est-ce qu'elle passe l'hiver ici? Est-ce qu'elle passe pas l'hiver? De où elle sort? Est-ce qu'elle sort des feuillages? Est-ce qu'elle passe l'hiver sous forme d'œuf, sous forme de larve? Donc il y a encore beaucoup de choses à apprendre sur ces insectes-là. Puis c'est beaucoup de défis qu'on a à l'heure actuelle avec les espèces invasives notamment. Bon, tu travailles aussi donc sur l'étude et le développement du traitement contre les phytoplasmes. Oui. Qu'est-ce que c'est? Ça, les phytoplasmes, je parlais tout à l'heure avec les cicadelles, c'est des maladies qui sont des maladies de type bactérien qui peuvent entraîner des maladies de quarantaine comme la flavescence dorée, le bois noir. Donc ça, c'est des maladies qu'on ne peut pas contrôler parce qu'on ne peut pas mettre d'antibiotiques dans une plante, par exemple. Donc, c'est impossible de lutter contre cette maladie-là. Quand le phytoplasme est présent, notamment pour la flavescence dorée et le bois noir, on est obligé d'arracher les plants de vigne dans les vignobles. Donc ça cause des pertes de rendement, ça cause également des délais. Il faut replanter de nouvelles vignes. Donc, il y a tout un processus qui se met en place. Donc, les phytoplasmes, c'est des sortes de petites bactéries qui peuvent être très dommageables pour les vignobles. Donc, au fond, le travail d'un chercheur ou d'une équipe de recherche, c'est de partir de ce qu'on sait, de ce qu'on a appris, de faire une photo du présent et de voir ensuite comment nous, on va amener ces recherches-là. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui va prendre ta relève dans 30 ans d'ici va partir du travail que toi, tu as effectué aujourd'hui. Oui, exactement. Puis, pour amener ça plus loin. Puis nous, on part déjà de travaux qui sont réalisés ailleurs dans le monde. J'ai des collègues en France qui travaillent en France et ailleurs dans le monde qui travaillent sur le même insecte, mais ils ne travaillent pas sur les mêmes cultures, ils ne travaillent pas dans les mêmes conditions climatiques. Donc, nous, notre objectif en tant que chercheur, c'est de publier nos résultats de recherche. L'objectif est qu'on laisse une trace de nos recherches pour que celui qui va arriver derrière puisse s'en inspirer, voir ce qui a été fait, avoir des données concrètes pour travailler avec ça. Quel sentiment on a quand on reçoit un prix de la part d'une société? Donc, je comprends que c'est un groupe un peu restreint, un groupe un peu fermé. C'est comme un peu recevoir une reconnaissance de la part de ses pairs. C'est un peu ça aussi? Oui, c'est exactement ça. C'est sûr que ça fait plaisir, mais il faut se dire que c'est une reconnaissance des travaux de recherche qu'on a fait dans les dernières années. C'est sûr que c'est une belle reconnaissance. Parce qu'en même temps, quand on travaille en recherche, on travaille, je présume, un peu dans une certaine promiscuité. Et je ne sais pas comment ça fonctionne, quoi que vous sortez aussi, vous explorez, mais on travaille toujours à l'intérieur de cette bulle-là. Oui, on a toujours l'impression, on a toujours l'image du chercheur qui est enfermé dans son laboratoire. C'est exactement, c'est vraiment le portrait que j'avais en tête, là, il est enfermé. La barbe blanche. Mais il n'y a pas de barbe, les cheveux sont courts. Exactement. Mais c'est ça, on a l'impression qu'un chercheur, c'est ça, là, il est comme reclus là, dans une petite pièce à se parler à lui-même, puis à surfer sur Internet, puis à trouver des solutions. Alors que c'est loin de... C'est pas ça un chercheur? Non, c'est pas ça un chercheur. Donc, il va nous démystifier le chercheur. Le chercheur, il commence d'abord par aller sur le terrain pour voir... Il y a des chercheurs qui restent en permanence dans leur laboratoire parce que le travail veut que ce soit un travail de laboratoire. Par contre, moi, en tant que chercheur en agronomie, en agriculture aussi, je dois aller sur le terrain à la rencontre des producteurs. Ça me permet de, moi, comprendre quel traitement ils ont fait dans le terrain, quelles sont leurs problématiques, nous, quelles sont les problématiques et comment l'agriculteur peut nous aider. Ensuite de ça, c'est sûr que l'hiver... Mais la rançon de la gloire, c'est de laisser une trace. Oui, c'est ça. C'est pas vraiment une gloire, c'est de dire... de faire avancer la science. De faire avancer la science, oui, c'est ça. C'est de dire, voilà où on en était quand on a commencé, puis voilà où on en est quand on a fini. Puis la publication... Mais, visiblement, j'ai l'impression que dans le domaine de l'agroalimentaire, le domaine de la culture, que les problèmes se complexifient avec les années. Est-ce que je me trompe? Oui, c'est sûr que ça se complexifie. On a utilisé certains insecticides. Les insecticides, on sait que c'est plus la mode actuellement. On veut réduire l'impact sur l'environnement. Donc, il y a des nouveaux défis, des nouveaux challenges qu'il faut
Tout le temps, il faut tout le temps être en avance par rapport à l'insecte, arriver à trouver des moyens, parce que l'insecte va se défendre aussi contre les Mais il y a insecticides. aussi, à l'autre bout de la chaîne, de réels impacts économiques Oui, tout à fait. pour les producteurs. là. Tout à fait, pour les producteurs et puis aussi pour le marché Pour les en consommateurs général. aussi. Tout à fait, ouais, parce que la drosophile, dont on parlait tout à l'heure, oui, elle va avoir un impact dans les cultures, mais c'est une drosophile qu'on peut aussi retrouver, par exemple, à l'épicerie, quand on va sur les attelages de fruits et légumes. L'insecte peut arriver dans des conteneurs et donc contaminer toute une épicerie, par exemple. Donc ça peut avoir des impacts majeurs sur l'économie. Et au travers de ce travail de chercheurs chez Agriculture Canada, donc toujours impliqué dans le Club Richelieu, Toujours, Okiok, je ne ouais. sais pas s'il y en a d'autres. Non, actuellement, il y a va? juste le Club Richelieu, le Club Okiok, oui, tout à fait. Donc, on reste impliqué. C'est bien ça. Ben, Julien Ça Saguet, permet de merci se changer beaucoup. des idées. Merci beaucoup. Félicitations encore une fois. Merci, Eric. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Bavière quotidien. Vous savez que la neige est maintenant parmi nous. Vous savez qu'à Saint-Jean, depuis maintenant 3 ans, on a une permission spéciale pour le stationnement de nuit dans les rues de la ville, sauf quand il y a bien sûr des opérations de déneigement. Il est de votre responsabilité de vous renseigner. Il y en a environ 10 à 15 par hiver, mais quand même, c'est important pour ne pas avoir des contraventions. Il y a le 357-2020, boîte vocale. Il y a le système via SMS. Vous devez vous inscrire sur textoville.com/SJSR. Il y a le site Internet de la Ville, donc sjsr.ca/déneigement. Il y a le compte Twitter de la Ville. Il y a la page Facebook de la Ville également. Bref, vous avez 5 façons d'aller chercher votre information pour vous assurer de stationner ou de ne pas stationner la nuit lorsqu'il y a des opérations de déneigement. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de ville via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Également, le Télébingo, tous les dimanches matin, 9h30 en direct. 3 500 $ en prix. Carte pleine à 2 000. 30 dépositaires pour acheter vos livrets sur le territoire où l'on diffuse. Pour information, tvhr9.com ou 358-1912. Et si vous désirez me joindre personnellement, Éric Latour à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.